Lors du coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020, la junte militaire déclarait qu'elle engagerait une politique de dialogue avec les groupes armés afin de rétablir paix et sécurité. Abandonnant rapidement cette solution, elle a emprunté le chemin opposé. 2 ans plus tard, on assiste à une véritable fuite en avant militaire épaulée par les mercenaires du groupe russe Wagner. Une surmilitarisation. Déni et triomphalisme sont désormais les marqueurs de la communication des putschistes. Régulièrement, les points de presse gouvernementaux font état de nombreux succès contre les djihadistes. Les faits sont tout autres. Observateurs et experts sont d'accord sur un point, la situation sur le terrain ne cesse de se dégrader. La fin de la collaboration du Mali avec la force conjointe du G5, composée des pays sahéliens, a considérablement affaibli le rapport de force militaire dans la zone des 3 frontières de la région du Liptako-Gourma. À tel point que le général El Hadjargé Gamou, une figure de la lutte antiterroriste, appelle les populations à fuir vers les grandes villes, faute d'une protection efficace des forces armées maliennes, FAMA. Le pays s'enfonce dans une violence généralisée nourrie par les différentes milices, qu'elles soient communautaires ou religieuses, mais aussi par les FAMA et leurs supplétifs russes. Les opérations de l'armée dans les villages sont le plus souvent accompagnées de violations des droits humains. Dans le village de Niaouro, dans le centre du pays, les mercenaires de Wagner sont accusés d'agressions sexuelles et de viols. À Ambori, des dizaines de civils ont été exécutés. Un risque d'effondrement du pays. Des pans entiers du territoire tant au nord qu'au centre sont contrôlés par les groupes armés. La présence de l'État dans le nord est estimée par le dernier rapport des Nations Unies à 10% et, dans le centre du pays, régresse de 27 à 21%. Les ripostes des autorités maliennes sont délétères pour l'unité du pays. Les FAMA ciblent les populations peules, engendrant leur radicalisation habilement utilisée par les extrémistes religieux. Les opérations coup de poing de l'armée sont contre-productives car elles ne font que provoquer des actions de représailles des djihadistes. L'absence de réponse efficace des autorités entraîne l'armement des populations. Des miliciens utilisent leur pouvoir pour rançonner les membres de leur propre ethnie qu'ils sont censés protéger. Il y a des tentatives de dialogue de paix entre les communautés qui sont couronnées de succès dans les villes des régions de Mopti, Ségou et Douanza pourtant durement touchées par la violence intercommunautaire. Mais la pérennité de ces accords de paix ne pourra être assurée que par une politique de soutien de l'État. Une voie que la junte se refuse d'emprunter préférant la manière forte. En matière humanitaire, les conséquences se font sentir. Le représentant des Nations Unies pour le Mali, El Gassimouane, estime que, en 2022, 7,5 millions de personnes auront besoin d'assistance humanitaire d'Anne-le-Paix, contre 5,9 millions en 2021. Quand Wagner joue à qui perd gagne. La junte, comme toutes les autres dictatures africaines, se sert de la souveraineté du pays pour asseoir son pouvoir. Une souveraineté qu'elle brade à la société de mercenaires russes. En effet, plus les putschistes perdent du terrain face aux groupes armés, plus Wagner gagne en influence. Ce qui lui permet d'avancer méthodiquement ses pions en exigeant toujours plus. Le chef du commandement US pour l'Afrique estime à 10 millions d'euros par mois la somme déboursée par les autorités maliennes pour les « services » de Wagner. Face aux difficultés de paiement du gouvernement, l'entreprise de Evgeny Prigojine exige en compensation l'exploitation de 3 nouvelles mines d'or pourtant déjà détenues par 2 entreprises canadiennes et une australienne. L'isolement du Mali est aussi un argument pour restreindre les libertés démocratiques. Les opposants se retrouvent en prison et parfois y meurent comme l'ancien Premier ministre Soumelou Boubèye Maïga. Omar Mariko, un des dirigeants de la gauche radicale, a dû entrer en clandestinité pour assurer sa sécurité. Sortir la junte du pouvoir devient une tâche prioritaire pour que le dialogue entre communautés puisse favoriser le vivre ensemble et saper ainsi la base sociale des intégristes islamistes. Selon plusieurs sources locales, des soldats maliens et leurs supplétifs russes ont abattu 35 personnes dont l'imam et plusieurs enfants dans le village de Gouni. 2 semaines auparavant, un village voisin faisait état de viols et de pillages. Un imam, des enfants et d'autres habitants rassemblés dans une mosquée puis exécutés. Au total, 35 personnes auraient été tuées dimanche 18 septembre dans le centre du Mali, dans une nouvelle opération meurtrière attribuée à l'armée malienne, selon plusieurs sources locales et sécuritaires citées par AFP. 2 semaines auparavant, le média français révélait déjà des accusations de viol et de pillage de la part des soldats maliens, à quelques kilomètres de là. Pénétrant dans le village abandonné de Niaouro, les soldats accompagnés des « hommes blancs étrangers », des mercenaires de Wagner selon les Occidentaux, des instructeurs russes selon la junte malienne n'y ont trouvé que des vieillards et des femmes. Les miliciens blancs auraient alors ordonné à celles-ci de se déshabiller pour les prendre en photo et les attoucher, allant jusqu'au viol, selon les témoignages de certaines. À Gouni,
Depuis dimanche, des rumeurs circulaient déjà sur les groupes WhatsApp locaux au sujet de nouvelles exactions des forces armées maliennes, FAMA, photo à l'appui. Samedi, des militaires maliens accompagnés de supplétifs russes avaient subi un revers en affrontant des éléments de la Katiba Massina du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM. Les soldats auraient été contraints de faire demi-tour et seraient revenus à l'assaut par l'aviation, en bombardant la forêt voisine. Aucune victime n'était déplorée jusque-là, en dehors d'une soixantaine de bétail. Quelques heures plus tard, des soldats accompagnés de supplétifs russes débarquent dans le village de Gouni, déjà en partie vidé de ses habitants en fuite. Dans la soirée, des chasseurs traditionnels d'Ozo, hommes armés généralement chargés de la sécurité dans les zones reculées, les rejoignent. Ils seraient passés à l'attaque le jour suivant, s'en prenant d'abord à la partie Peul du village, Gouni-Wouro, avant de se diriger vers Gouni-Saré, la partie Dogon. Le procédé se répète. En mars dernier, à Moura, toujours au centre du pays, des soldats maliens et étrangers avaient débarqué en hélicoptère en plein jour de marché et massacré près de 300 personnes. Quand l'armée malienne se félicitait du succès d'une vaste opération antiterroriste, l'ONG Human Rights Watch pointait de son côté des exécutions sommaires sur des civils. L'organisation parlait du pire épisode d'atrocité commise depuis le déchaînement des violences au Mali en 2012. Depuis l'apparition en 2015 du groupe djihadiste de la Katiba Massina, les affrontements se multiplient entre les différentes ethnies présentes au centre du Mali. Son chef, Amadou Koufa, lui-même d'origine Peul, recrute notamment parmi cette communauté d'éleveurs nomades, mêlant à la crise djihadiste un aspect ethnique. En mars 2019, dans le village d'Ogosagou, à l'est de Mopti, 160 Peuls s'étaient massacrés, lors d'une attaque attribuée à des chasseurs Dogon. Cette fois-ci, plusieurs chercheurs évoquent l'existence d'un « accord local » signé à Gouni entre la population et les groupes djihadistes. Face à l'insécurité et à l'impuissance de l'armée malienne, les villageois auraient été contraints de négocier la paix avec les djihadistes, incluant parfois des ONG. Une fois ces accords établis, ils garantissent aux populations le droit de reprendre leurs activités économiques et permettent la désescalade de la violence, explique sur Twitter le chercheur Yvan Guichaoua, spécialiste des questions de sécurité au Sahel et maître de conférences à la Brussels School of International Studies. Ces accords asymétriques, dont les conditions restent imprécises, sont payés, au prix fort, par les populations. Ce sont ces pactes que les FAMAS et Wagner veulent casser à tout prix, quitte à considérer les populations comme complices, alors même qu'elles n'avaient guère d'autre choix que de s'y plier, décrypte Yvan Guichaoua. En commettant des atrocités, ils ne brisent pas les pactes de survie mais les renforcent, pointe le chercheur, évoquant des dizaines de pactes signés après la tuerie de Moura. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.